1974, l'île de Nauru est en passe de devenir le pays le plus riche du monde. Les fêtes de millionnaires ont remplacé les après-midi de pêche. L'alcool coule à flot, on y joue au golf et on raconte même que certains se servent des billets de dollars comme papier toilette. 2018. L'île de Nauru, autrefois terre prospère, a perdu de sa superbe. Misère, obésité morbide et détresse écologique sont devenus le quotidien de ses habitants. Mais que s'est-il passé durant ce laps de temps ? Salut la Poiscaille, j'ai envie de mieux vous connaître aujourd'hui. Voilà, je suis comme ça là. Yes, j'ai... Oh merde, qu'est-ce que je raconte? Salut la Poiscaille, j'ai envie de mieux vous connaître aujourd'hui. Vous êtes plutôt rivière ou alors océan? Bon, on va pas tourner autour du pot. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous déconseille, en tant que poisson que vous êtes bien sûr, de vous rendre sur l'île de Nauru pour y tremper vos nageoires. Puisque dans cette île, on peut y trouver des carcasses de voitures rouillées qui jonchent le sol, un manque cruel d'eau potable et de nourriture, et des poussières toxiques qui empoisonnent l'eau. Pas terrible pour les vacances. Pourtant, il y a quelques années, cette île était un véritable paradis. L'argent coulait à flot, pratiquement au sens propre comme au figuré. Et donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'un petit peu plus près à ce paradis perdu, mais dont pourtant l'histoire est passionnante à raconter. Et donc oui, vous vous en êtes rendu compte, ça ne va pas être un personnage, mais l'histoire d'un peuple tout entier. Et vous allez voir que peut-être que cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'écho de notre propre société. Et donc oui, qu'est-ce qui a pu transformer ces beaux rivages en enfer? Comment est-il possible que ce petit pays ait pu sombrer dans la misère la plus totale après être devenu l'un des pays les plus riches au monde? Eh bien, nous allons nous plonger dans ces mystères du Pacifique, loin de l'Europe, pour vous conter la fabuleuse histoire de la plus petite république du monde, celle de Nauru. Bienvenue, nous sommes en Micronésie, entre l'Australie et les îles de Hawaï, où se trouve la petite île de Nauru. Cette dernière n'est qu'un minuscule bout de terre d'à peine 21 km² de superficie, et peuplée par à peine 12 000 habitants. Et pourtant son histoire pourrait être celle d'une tragédie grecque. Découverte en 1998, il s'agissait d'un endroit magnifique, semblable aux images de cartes postales. On y vivait de la pêche, de fruits exotiques et de la récolte de noix de coco, ce qui a quand même l'air sympa dit comme ça. Mais en 1900, une découverte vient chambouler la vie tranquille et paisible de l'île. On y découvre dessus du phosphate pur, un engrais alors très prisé par les grandes exploitations agricoles, britanniques et australiennes, qui permet donc du coup de s'occuper des champs et de faire pousser la nourriture plus rapidement. Autant vous dire donc une véritable mine d'or. Mais cette mine d'or, les Nauriens, oui ça s'appelle comme ça du coup les habitants, ne vont d'abord en récolter aucun bénéfice. Parce que les Allemands, les Anglais et puis les Autrichiens vont leur passer dessus, dans la mesure où c'était une terre colonisée, eh bien ils n'avaient pas leur mot à dire quoi. Et donc oui, puisque ces étrangers commencent à miner leurs ressources, et bon, au bout d'un moment, ce qui devait arriver, arriva. Les natifs de l'île en ont un peu ras le cul. C'est vrai quoi, à un moment, eux aussi ils veulent leur part du gâteau. C'est quand même chez eux, c'est leur île. Et c'est leur mine. Et c'est ainsi que la petite île de Nauru obtint son indépendance un certain 31 janvier 1968 et devint ainsi la plus petite république au monde. Et ainsi on pourrait se dire, putain super les mecs, vous êtes devenus indépendants, vous avez pris le pouvoir. À présent, votre destin est entre vos mains, vous allez réussir. Alors oui certes, c'est entre leurs mains, mais c'est entre leurs mains que ça va solder pour eux le début de la fin. En fait, pour vous dire, les revenus générés par l'extraction du phosphate sont tout simplement colossaux et atterrissent désormais directement dans les poches des habitants de Nauru. Presque du jour au lendemain, les habitants de l'île s'enrichissent considérablement. Oui, vraiment considérablement. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez, grâce à tout cet argent, que les citoyens de l'île n'ont plus besoin ni de payer l'eau potable, ni l'électricité, qui sont directement offerts par le gouvernement. Mais ça va plus loin puisque plus aucun habitant n'a besoin de travailler, puisque les emplois dans les mines et les commerces sont désormais confiés à de la main-d'œuvre venue de Chine. Les soins de santé sont procurés gratuitement par l'hôpital de la ville, flambant neuf, et les impôts sont tout simplement supprimés. Alors peut-être que ça vous fait rêver, mais le meilleur est à venir. L'État va même jusqu'à payer des femmes de ménage à tous les habitants de Nauru. Tous les foyers alors désormais jouissent d'une télévision dans chaque chambre, de climatiseurs dans toutes les pièces, d'électroménagers en masse et de plusieurs voitures. S'il vous plaît quoi. Parfois jusqu'à 5 à 7 par famille. On parle bien de bagnole. Alors qu'il n'existe qu'une seule route sur l'île, qui fait à peine 30 km. Voilà, c'était pas franchement la première nécessité quoi. Mais attendez, vous commencez à trouver ça excessif? Bah écoutez, ce n'est rien en comparaison de la suite. Et oui, puisque du coup, sur cette petite île très charmante, au demeurant, plus personne n'a besoin de pêcher. Les denrées alimentaires sont alors directement importées et les habitants ne se nourrissent plus que de plats préparés, venus d'autres continents. Et pendant plusieurs années, la vie autrefois très paisible de l'île se transforme en un véritable festin permanent. Les habitants font la fête tous les jours, ils ingurgitent de la nourriture grasse et salée quotidiennement et dépensent leur argent en bière et en boissons sucrées. L'argent coule à flot et est utilisé pour construire des golfs et des cours de tennis.
Et malgré toutes ces dépenses, la richesse de Nauru ne cesse d'augmenter. En 1974, elle bat son plein en engrangeant pas moins de 225 millions de dollars de bénéfices pour quand même 10 000 habitants. 10 000 habitants, c'est même pas un petit stade quoi. C'est quelques gradins si vous voulez. Et donc Nauru devient le pays avec le PIB par habitant le plus élevé du monde, juste derrière l'Arabie Saoudite, avec leur pétrole. Mais hélas, n'étant pas préparés à gérer une si grosse fortune et un changement culturel aussi fulgurant, les citoyens sont livrés à eux-mêmes et s'enfoncent toujours plus loin dans la surconsommation. Si un objet, ou même une bagnole, est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on ne le répare pas, non. On le laisse comme ça, voilà, juste à côté de la route, et on en achète tout simplement une autre. Et ainsi, des dizaines et des dizaines de véhicules sont retrouvés abandonnés, pourtant en très bon état, tout simplement parce qu'ils avaient fait une crevaison. Les gens ne sortent plus, ne travaillent plus, et restent simplement chez eux, devant leur télévision, géante du coup, et donc la vie sociale disparaît peu à peu. Le gouvernement ne sait clairement plus quoi faire de son pognon. Il finance des hôpitaux luxueux, achète des terres partout dans le monde, construit des buildings en Australie et crée même une compagnie aérienne internationale, directement sur l'île, qui ne sert donc pas à grand chose à part faire disparaître des millions et à permettre au président de partir en vacances. Des hommes d'affaires faisant même mine de conseiller le président en profitent pour s'en mettre plein les poches et le pays attire des requins, au sens figuré du coup, qui lui font alors perdre des sommes impressionnante et sans aucun remords. Les dirigeants iront même jusqu'à financer un spectacle entier sur la vie de Léonard de Vinci qui sera un bide monumental, déprogrammé au bout d'à peine un seul mois. Ainsi, pendant près de 30 ans, les Naorians vivent dans le luxe, sans se soucier de l'avenir et de ses conséquences. Tout le monde est heureux sur l'île. En tout cas le pense-t-il, mais ce bonheur ne sera que de courte durée. Et oui, puisque un petit détail, tout à fait anodin entre nous, a été oublié dans cette gigantesque mascarade consumériste. Oui, le phosphate, voilà, dont provient tout l'argent de l'île. Eh bien, il n'est pas éternel. Et dans les années 90, les réserves commencent à sérieusement s'épuiser. Et l'argent jeté par les fenêtres commence à être amèrement regretté. Mais alors, pensez-vous, ils ont peut-être économisé ou fait de bons placements, en prévision de cette crise économique qui allait arriver, tôt ou tard? Eh bien, évidemment non. Non. La plupart des capitaux avaient été tout simplement gaspillés. Et en très peu de temps, la société de Nauru, qui avait connu une ascension fulgurante, va s'effondrer à une vitesse tout aussi semblable. En voyant les caisses se vider, les dirigeants paniqués et sentant la fin approcher, à grands pas, décident de faire basculer le pays dans l'illégalité. Le gouvernement est alors obligé d'emprunter de l'argent à tout va et se transforme en paradis fiscal. Et là, c'est la débandade. On estime que près de 70 milliards de la mafia russe auraient été blanchis à Nauru. Pour vous dire vraiment, les mecs n'ont peur de rien. Des passeports sont vendus à des clandestins et à des terroristes de tous bords. Le pays héberge des sociétés écrans pour que de leur côté, eux aussi blanchissent de l'argent et ne payent pas d'impôts dans leur propre pays. Bref, tous les moyens sont bons pour faire survivre l'île. Et du coup, y compris les pires. Et surtout même, j'ai envie de dire. Et pour vous dire à quel point tout ça va assez loin, un scandale a éclaté lorsque la communauté internationale apprend l'existence d'une prison pour réfugiés autour des années 2000 et qui est ironiquement appelée la solution pacifique. Parce que oui, en fait, c'est l'Australie en échange de 240 millions de dollars versés à l'île de Nauru qui lui propose gentiment d'héberger 1500 réfugiés trouvés près de ses côtes et donc directement sur leur île. Bon, 1500 réfugiés, 240 millions, le ratio est pas dégueu par réfugié. Et bon, ce centre d'accueil ressemble clairement à s'y méprendre à une prison, mais une prison bien dégueu, vous savez, et au milieu de l'océan. Les migrants qui y sont logés n'ont pas le droit de sortir de leur baraquement, ils ne peuvent prendre qu'une seule douche de 2 minutes par jour et ont très peu accès aux soins médicaux. La plupart alors développent des maladies physiques et mentales et se font même harceler par certains habitants de l'île, qui, non contents de sombrer de leur côté, s'en prennent à plus vulnérables qu'eux. Bon, là, sans vous mentir, on est quand même un peu loin de l'utopie qu'il y avait quelques années auparavant. Pourtant, cette descente aux enfers ne va pas cesser de se poursuivre. Après avoir touché le pactole du siècle, les citoyens de Nauru vont absolument tout perdre. Mais vous allez vous dire que bon, ok, ils vont perdre, mais il leur suffit de reprendre leur ancien rythme de vie. Vous savez, lorsqu'ils allaient pêcher et que tout le monde était content. Et puis tout rentre dans l'ordre. Eh bien, figurez-vous que justement, en quelques années, les habitants ont perdu toute leur culture et leurs traditions. À force de rester oisifs chez eux, les nouvelles générations n'ont pas appris à pêcher, à se servir de leurs ressources ou à se protéger. Vous vous souvenez de la carte postale du début de la vidéo? Eh bien maintenant, regardez à quoi ressemble l'île. Un désert de pierre, une décharge à ciel ouvert, des véhicules et de vieux équipements abandonnés partout. Plus aucune végétation luxuriante. La terre est sèche et inexploitable. Les espèces d'oiseaux qui peuplaient l'île ont disparu. Les récifs de coraux ont été tués par les poussières toxiques de phosphate. Et tout ça en à peine 50 ans.
En ce qui concerne les habitants, la plupart sont malades, engrossés par des années de malbouffe et d'opulence. L'île de Nauru est devenue, en très peu de temps, le refuge de la population avec le taux, accrochez-vous bien, d'obésité le plus élevé au monde, puisque 80% du peuple naorien est en obésité morbide. Obésité morbide, c'est ça, ça ressemble à ça. Ça représente 4 personnes sur 5. Les habitants de l'île meurent comme des mouches à cause de leurs problèmes de santé. Pratiquement 1 personne sur 2 souffre de diabète et le seul hôpital de l'île n'a pas les moyens de les soigner correctement. À tel point que le diabète est devenu la première cause de mortalité. Beaucoup aussi d'infections pulmonaires sont recensées à cause du coup des poussières qui flottent dans l'air dues aux exploitations minières. Et ainsi, l'espérance de vie d'un Naorien n'est désormais plus que de 49 ans. Cela dit, la santé n'est pas le problème le plus préoccupant, puisque la pauvreté fait elle aussi des ravages. Les rayons des supermarchés du pays sont régulièrement totalement vides. Les citoyens se retrouvent forcés à ne bouffer presque qu'exclusivement du poisson, qui est pour eux devenu de la nourriture du pauvre. Un comble pour ces familles habituées à faire de véritables festins il y a quelques années auparavant. Et le niveau de pauvreté est tel que 90% de la population est au chômage. Il n'y a presque pas de travail sur l'île et les fonctionnaires ne touchent que l'équivalent de 200 € par mois, avec lesquels ils doivent faire survivre leurs proches. Les antennes télé sont brisées, le courant électrique est littéralement coupé plusieurs heures dans la journée pour faire des économies et l'eau potable est de son côté de plus en plus difficile à trouver. Alors maintenant, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Eh bien, peut-être que l'île de Nauru peut être vue comme un exemple en vitesse accélérée d'une société qui aurait connu la consommation et le capitalisme et qui grandirait par l'argent avant de mourir par l'argent. L'écologie, l'économie, les rapports humains, la santé, absolument tout a été ravagé. Le peuple de l'île d'autrefois, habitué à une vie simple, n'était tout simplement probablement pas en mesure de gérer et de comprendre les enjeux de la société consumériste, car il n'y a jamais été préparé. Les dirigeants, quant à eux, n'ont pas su protéger leurs concitoyens d'un avenir incertain et sont tombés dans la corruption et les manigances. Mais on peut supposer que si le pays avait été mieux administré et un peu plus mature, le destin de ce peuple aurait pu être totalement différent. Mais maintenant, si on regarde nos sociétés actuelles, peut-être qu'elles ne sont pas si différentes de celles de Nauru. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous millionnaires et pas tous en obésité morbide, mais combien d'entre nous sauraient survivre si les supermarchés se vidaient du jour au lendemain? Cette histoire pourrait peut-être apparaître comme une sorte de déroulé des événements qui attendent les sociétés capitalistes, une fois que leurs ressources, comme le pétrole, le charbon et compagnie, seraient épuisées. Si elles ne trouvent pas d'alternative, une lente et longue agonie pourrait les attendre. Cela dit, les habitants de Nauru ont de leur côté encore une alternative, c'est de quitter leur île, là où les ressources ne sont pas encore épuisées. Mais d'un autre côté, si toutes les ressources de notre planète venaient à s'épuiser, où pourrions-nous aller ? Bon voilà, c'est à présent terminé, j'espère que la morale de la vidéo n'est pas trop tragique. Mais Chris, tu te demandes où nos sociétés pourraient fuir en cas de problème, mais on le sait déjà ça. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Bah on irait sur Mars avec Elon Musk. C'est pour ça qu'il prépare la conquête spatiale, pour sauver l'humanité d'une fin tragique. Oui, enfin, c'est rien n'est moins sûr, hein, quand même, on va pas non plus trop s'avancer. Hein. Ah ben je sais pas, on fait une référence à Elon Musk dans presque chaque vidéo en ce moment. Moi je disais ça pour aider. Hein.